Les robots d'exploration web de la Fondation SCP ont maintenu une présence secrète sur plusieurs petits forums obscurs pendant longtemps. L'objectif de s'implanter en ligne de cette manière a été d'améliorer un principe pratiqué par les agences fédérales aux États-Unis pour surveiller l'activité des utilisateurs d'Internet comme moyen de détection des menaces. Dans le cas de la Fondation, ils utilisent de leur présence sur les forums marginaux pour déterminer l'existence d'anomalies qui ne sont pas encore contenues. C'est ainsi qu'ils ont trouvé l'homme rembobineur. Un enregistrement inhabituel a fait surface sur un forum obscur dédié aux maladies inexpliquées. Parmi des milliers de publications dérangeantes, beaucoup remplies d'images graphiques et perturbantes, un fil se démarquait. Il présentait un fichier audio censé prouver les symptômes de l'utilisateur. Initialement, l'audio semblait avoir été inversé par un logiciel de montage, mais ce n'était pas le cas. La fin du message était illisible, avec surtout un enchevêtrement de lettres intraduisibles. Les commentateurs et utilisateurs avaient signalé le fil comme spam demandant sa suppression. Mais l'existence du fichier audio anormal a suffi à piquer l'intérêt de la Fondation, conduisant à une enquête à grande échelle. La Fondation SCP a retrouvé l'adresse Internet Protocol d'où provenait l'enregistrement inhabituel qu'elle a récupéré. L'adresse était liée à la dernière résidence connue d'une personne disparue, et une perquisition du lieu a été autorisée. Une équipe d'intervention en matière dangereuse anormale a été envoyée à un appartement à Stockport en Angleterre, où vivait seul un homme de 41 ans. On a supposé que quelle que soit la maladie anormale responsable de l'enregistrement inhabituel avait été contractée par cet habitant disparu. L'état de l'appartement lui-même était généralement désordonné, déterminé à avoir été laissé dans un état de désordre, en partie grâce à la condition anormale et en partie en raison de son départ prématuré de son domicile. L'équipe Hazmat de la Fondation a rapidement proposé que, compte tenu de la nature de cette maladie, l'homme avait systématiquement désordonné sa maison quotidiennement. Des vêtements et objets ménagers étaient éparpillés dans les locaux. Sur les images de la caméra corporelle examinées plus tard par la Fondation, le personnel de recherche a remarqué que l'appartement ressemble à celui d'un accumulateur chronique. Cependant, selon les entretiens avec l'individu lui-même et ceux qui le connaissaient il n'a jamais montré de tendance à l'accumulation tout au long de sa vie. Les images montrèrent l'équipe en tenue de protection se déplaçant dans l'appartement exigu, du couloir étroit à la cuisine adjacente. Comme les autres résidents, il était à peine assez grand pour qu'une personne puisse y entrer. 2 membres de l'équipe en tenue de protection ont été chargés d'enregistrer leur découverte dans la cuisine et tous 2 ont été notés comme disant qu'ils étaient heureux d'avoir été équipés de recycleurs d'air, mais même leur appareil de filtration standard n'était pas suffisant pour bloquer l'odeur rance de la cuisine. La plupart des placards avaient été laissés vides. À la place, les assiettes, couteaux et fourchettes étaient éparpillés sur toutes les surfaces disponibles dans la cuisine, presque tous semblant avoir une variété de repas fraîchement préparés dessus. Il y avait des assiettes qui semblaient avoir été préparées pour le dîner, le déjeuner, et même des bols de céréales, pourtant chacun d'eux était intact. Certains avaient été laissés intacts si longtemps que la moisissure s'était installée, les faibles odeurs de nourriture en décomposition menaçant de se faufiler sous les masques de l'équipe en tenue de protection. Dans tout l'appartement, il y avait très peu de preuves pour indiquer exactement comment le sujet avait contracté une infection anormale. Les membres restants de l'unité Hazmat de la Fondation ont été chargés de collecter tous les matériaux forensiques possibles. On espérait que les experts en pathologie anormale pourraient déterminer à la fois la cause de l'infection et surtout si elle était contagieuse ou non. Parmi les effets personnels du sujet se trouvait un carnet déchiré, apparemment utilisé pour suivre la progression de son infection. Les premières entrées n'indiquèrent rien d'extraordinaire. Il semble qu'avant de contracter sa condition, l'infecté utilisait le carnet comme un journal personnel. En parcourant le livre, l'équipe en combinaison de protection a remarqué l'orthographe inhabituelle de mots dispersés ça et là. Plus il lisait, des mots et parfois même des phrases entières étaient orthographiés à l'envers. Puis des lettres écrites à l'envers, se dégradant en une série de formes presque méconnaissables. L'infection semblait avoir atteint un point de gravité tel que, après plusieurs entrées frénétiques, le carnet de notes s'est rempli de ligne après ligne de la même phrase répétée. Ce ne serait que plus tard, lorsque le livre a été soumis à la Fondation d'épreuves et examiné par un expert en linguistique d'anormal, que la phrase répétée a été déchiffrée. Éplée à l'envers, chaque lettre écrite à l'envers, le sujet avait écrit « Le vif renard brun saute par-dessus le chien paresseux encore et encore ». Cela a vite été reconnu comme un pangramme anglais courant, une phrase incluant toutes les lettres de l'alphabet.
Bien que la phrase soit couramment utilisée pour s'entraîner à la dactylographie ou tester des claviers d'ordinateur, il semble que le sujet infecté ait trouvé une autre application pour celle-ci. Les psychoanalystes de la Fondation ont convenu qu'il essayait de se forcer à écrire la phrase de manière normale et déchiffrable au lieu de l'écrire à l'envers. Cependant, en raison de son infection, il en était incapable. Cette théorie a été étayée par d'autres preuves découvertes par l'équipe médico-légale dans l'appartement, notamment une série d'enregistrements sur la carte mémoire d'un dictaphone numérique. Il semble que le sujet ait opté pour cette méthode pour consigner son infection après avoir rempli les pages du cahier. Après avoir écouté les enregistrements de l'appareil, l'unité en combinaison de protection a vite conclu que l'audio avait été inversé. Cependant, le dictaphone ne semblait pas avoir de fonction permettant cela. L'examen des fichiers Moving Picture Experts Group Audio Layer 3 par un technicien du son nommé par la Fondation n'a révélé aucune preuve de modification des enregistrements. Ils semblaient avoir été enregistrés à l'envers d'une certaine manière. La lecture des fichiers à l'envers, à une certaine vitesse, a permis aux chercheurs de la Fondation d'entendre le contenu de chaque rapport. Ces journaux quotidiens laissés par l'infecté ont donné à la Fondation un aperçu significatif de la manière dont vivre avec sa condition l'a poussé au bord d'une dépression nerveuse totale. Dans les enregistrements inversés, on peut l'entendre pleurer frénétiquement et se demander ce qui lui arrive, démontrant une conscience de ses symptômes inhabituels. L'acquisition des enregistrements audio de sa voix a permis de localiser le sujet infecté. En isolant diverses formes d'ondes uniques dans les enregistrements de sa voix, puis en les inversant à nouveau, la Fondation SCP a pu créer plusieurs échantillons de l'infecté. Le département de surveillance publique de la Fondation a été chargé de surveiller les voix des civils captées par tous les microphones disponibles. Des téléphones portables aux caméras de circuit fermé, la Fondation a surveillé tous les appareils d'enregistrement. Certains membres du personnel ont supposé que ce serait une tâche facile. Après tout, il cherchait la seule personne sur Terre qui parlait à l'envers, mais trouver une forme d'onde qui correspondait à celle découverte dans les enregistrements du sujet était comme trouver un grain de sable de forme spécifique dans un désert. Un mois après la fouille de l'appartement par l'équipe en combinaison, le sujet infecté a été localisé grâce à la détection de sa forme d'onde en arrière-plan d'un appel téléphonique. La triangulation du signal du transporteur cellulaire a révélé que l'appel provenait d'un civil traversant le parc de campagne de Reddish Vale. Un parc de 400 acres à Stockport, dépêchant une équipe de récupération dans la zone. Se faisant passer pour l'agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni, la Fondation SCP a informé la direction du parc de Reddish Vale, le conseil métropolitain de Stockport et la police locale qu'une quarantaine immédiate devait être mise en place autour du parc. L'accès civil était interdit jusqu'à ce que l'agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni ait préparé une réponse à une épidémie de maladies infectieuses dans la zone. En réalité, c'était l'histoire de couverture qui a permis à la force d'intervention mobile Betasept, surnommée les Masateurs, d'entrer dans la zone et d'arrêter le sujet infecté. Betasept a été spécifiquement réquisitionné pour la tâche, compte tenu de leur spécialité dans l'acquisition et la contention d'anomalies biologiques, chimiques et radiologiques. À l'époque, on ignorait encore si la condition anormale contractée par le sujet était contagieuse ou non. La Fondation devait déployer une contention rapide pour empêcher une potentielle pandémie à grande échelle. Cependant, à leur arrivée, les opérateurs de Betasept ont découvert un homme débraillé dormant à la dure sous un pont dans le parc. Alors que l'équipe s'approchait, il reculait devant eux avec les mains tendues, répétant un seul mot, indéchiffrable encore et encore. En même temps, bien que ce soit faible au point d'être presque inintelligible, les ingénieurs audio de la Fondation ont pu isoler la voix du sujet en arrière-plan de l'appel téléphonique. C'était le même mot, ou du moins le même son, qui était répété encore et encore. C'est lorsqu'ils ont joué le clip extrait à l'envers qu'ils ont réalisé qu'ils demandaient de l'aide. Le mot était prononcé à l'envers. L'homme a été remis en garde à vue par la Fondation après une brève difficulté à le faire marcher dans la bonne direction. Il a ensuite été livré en toute sécurité à la zone de recherche biologique 12 et officiellement désigné comme SCP-202. Les chercheurs qui l'étudiaient ont rapidement noté les détails de base du sujet, qu'il était un homme, 41 ans, et d'origine asiatique et britannique. Ses empreintes digitales et son acide désoxyribonucléique ont vite été associés à un nom légal complet, à savoir censuré. Grâce à son nom, la Fondation a pu établir une chronologie plus précise de son état anormal en explorant ses pages de médias sociaux.
bien qu'il semble n'avoir qu'un seul profil sur une plateforme plus ancienne et un qui n'avait pas été mis à jour depuis environ 4 ans, il semblait aux équipes de psychoanalyse de la Fondation que ce qui avait déclenché l'infection inconnue avait l'effet secondaire imprévu de faire de SCP-2-102 un reclus. Il n'y avait pas non plus de traces d'un lieu d'emploi, suggérant que son infection l'avait également empêché de travailler. A immédiatement commencé avec l'observation directe de ses symptômes révélant le trait caractéristique de SCP-202. Il a effectué toutes les actions à l'envers. Bien que son vieillissement semblait progresser normalement, comme l'a confirmé une étude de ses cellules sénescentes sous un microscope, SCP-202 parlait, marchait et même mangeait de manière opposée à ce qui est considéré comme normal. Il semblait que son recul face aux opérateurs MTF qu'il avait récupérés avait en fait été une tentative de s'approcher d'eux. Lorsqu'il était en conversation, SCP-202 parlait en anglais inversé, bien qu'à travers ce discours à l'envers, son accent britannique pouvait toujours être détecté par une oreille discernante. Les chercheurs ont rapidement découvert que la manière la plus efficace de communiquer avec SCP-202 était d'enregistrer son discours puis de le rejouer à l'envers. Étant donné qu'il effectuait toutes les actions à l'envers, l'équipe d'observation a comparé le fait de le regarder à rembobiner la bande d'une vieille vidéo Home System. Certains membres du personnel ont donné à SCP-202 le surnom de l'homme rembobine. Selon les entretiens menés avec SCP-202, il a affirmé qu'il avait mené une existence tout à fait normale à Stockport jusqu'à 4 ans avant que la Fondation ne le découvre. Il s'était réveillé un matin pour découvrir qu'il ne pouvait que sortir des vêtements de son armoire au lieu de pouvoir les accrocher et les ranger. Cela l'a rapidement conduit à découvrir que chaque action qu'il tentait d'effectuer, il ne pouvait l'accomplir qu'à l'envers. Le journal et les enregistrements audio de l'individu révélaient une dégradation progressive de son état, contredisant l'idée d'une apparition soudaine de sa condition. On a supposé que SCP-202 vivait avec cette condition depuis si longtemps que, pour lui, tout avait simplement commencé un jour. Il semblait que, peu importe combien SCP-202 essayait, il était incapable d'effectuer des mouvements normaux. Les images de surveillance de la Fondation montraient qu'il pouvait marcher à reculons presque parfaitement, même dans des lieux publics bondés, sans jamais heurter personne. Lorsqu'on l'a interrogé à ce sujet, SCP-202 n'a pas su expliquer comment il a réussi cela ou d'autres actes tout aussi inexplicables. Diverses théories ont rapidement émergé concernant la nature exacte de l'état anormal de SCP-202. Certains chercheurs ont adopté la croyance que c'était une condition psychosomatique extrêmement rare. Grâce à un facteur externe, possiblement lié au stress ou au traumatisme, SCP-202 a subi une rare forme de rupture psychotique qui a réorienté ses voies neuronales, le faisant bouger et parler à l'envers. Ces effets ont été comparés à ceux observés chez les personnes atteintes de lésions cérébrales traumatiques modérées à graves, qui présentent des changements de personnalité. En opposition à cela, il y a encore des chercheurs justement préoccupés par le fait que SCP-202 était le patient zéro pour une infection anomale encore non identifiée. Leur raisonnement stipulait que Redacted avait été exposé à un pathogène dans sa vie quotidienne et cela avait l'un des deux effets. Il a modifié sa chimie cérébrale comme le croyait l'autre groupe de chercheurs, ou deux, il avait affecté la réalité de telle manière qu'il a causé à SCP-202 d'effectuer des tâches à l'envers. Pour déterminer précisément ce qui affectait SCP-202 et comment le traiter, si possible, les équipes de recherche ont été chargées de mener des observations supplémentaires. Cette tâche était une tâche que beaucoup trouvaient particulièrement frustrante. Les biologistes et physiciens de la Fondation étaient déconcertés par les fonctions du corps de SCP-202, toutes effectuées à l'inverse de la manière dont elles auraient dû se produire. Par exemple, son cœur, au lieu d'agir comme une pompe qui envoyait du sang vers les principaux organes de son corps, faisait le contraire. Les chambres du cœur de SCP-2. 0. 2 agissaient comme des aspirateurs, attirant son sang loin des organes et le faisant plutôt circuler à travers ses veines vers ses artères au lieu de s'en éloigner. Une analyse approfondie de son processus respiratoire a révélé une anomalie similaire avec SCP-202 qui expire de l'oxygène et traite le dioxyde de carbone de l'air. Les chercheurs ont commencé à essayer de déterminer exactement comment son système respiratoire pourrait éventuellement fonctionner à un niveau moléculaire, fonctionnant à l'inverse du cycle de Krebs habituel du métabolisme. Jusqu'à présent,
ils n'ont toujours pas été en mesure de déterminer comment cela pourrait fonctionner d'une manière qui permettrait à SCP-202 de rester en vie, amenant certains à adhérer à la théorie, selon laquelle cette condition anormale est le résultat d'une sorte de distorsion de la réalité plutôt qu'une infection biologique ou un trouble psychologique. Lorsqu'il a supplié la Fondation, à l'envers, de l'aider, SCP-202 n'avait pas prévu qu'il serait soumis à une longue période d'observation très invasive qui incluait d'être observé pendant qu'il mangeait. Les fonctions corporelles révérées du sujet ont simultanément repoussé et fasciné les membres les plus excentriques de l'équipe de recherche. En particulier, comment exactement SCP-202 ingérait de la nourriture, ou plutôt, ne le faisait pas. Ces habitudes alimentaires se sont avérées particulièrement déroutantes pour les chercheurs, bien qu'à travers des tests et un examen minutieux de ses organes internes, ils aient pu déterminer exactement comment SCP-202 mangeait. La nourriture semblait remonter de son estomac, se manifestant de nulle part, puis parcourant la longueur de son œsophage dans la direction opposée à la digestion normale. Lorsque sa nourriture atteignait sa gorge puis entrait dans sa bouche, SCP-202 effectuait une mastication inversée qui, au lieu de décomposer la nourriture pour être avalée, la faisait se reformer. Les chercheurs ont été témoins de cela en direct, dans un mélange d'horreur et d'amusement alors que SCP-202 mangeait un sandwich en régurgitant des bouchées de nourriture que sa mastication inversée transformait en portions de sandwich. Ces bouchées de SCP-202 s'étaient combinées en une seule masse jusqu'à ce que le sandwich entier ait quitté sa bouche sous la forme d'une portion entière, intacte. L'ensemble du processus semblait défier toutes les lois de la physique connue et défier toute biologie humaine conventionnelle. Même l'anatomie anormale ne pouvait pas expliquer l'apparition spontanée des bouchées de nourriture prédigérées. SCP-202 lui-même prétendait ne pas avoir la moindre idée de ce qu'il allait manger jusqu'à ce que cela se manifeste dans son estomac. Le processus de digestion inversée semblait être l'explication des nombreux plats de nourriture apparemment non consommés laissés éparpillés dans l'appartement de SCP-202 pour moisir. En rassemblant le sandwich produit par SCP-202 et en le testant de manière approfondie, les chercheurs de la Fondation ont découvert que la nourriture résultante créée, ou du moins régurgitée par SCP-202, est à la fois complètement normale et comestible, sans danger pour la consommation humaine, à condition qu'il ne soit pas rebuté par la connaissance de l'origine de cette nourriture. De manière anormale et inquiétante, un nombre croissant de chercheurs sont devenus étrangement fixés sur d'autres aspects du système digestif de SCP-202. En particulier, ce qui s'est passé avec les déchets. La fascination pour cette fonction corporelle particulière de SCP-202 est devenue si obsessionnelle parmi certains chercheurs que des réprimandes formelles ont dû être émises et le personnel affecté a été retenu par le comité d'éthique de la Fondation. Ont reçu l'instruction d'assister à un séminaire obligatoire de 2 heures sur le respect des limites des anomalies, comment maintenir un lieu de travail sûr et stérile. Un ordre direct du commandant du site a été émis, déclarant qu'il n'y aurait plus aucune discussion à ce sujet. Nous pouvons tous imaginer ce qui se passe là-bas. Les scientifiques et les plombiers ne peuvent pas expliquer l'origine de cela, alors laissons les choses telles quelles. L'homme a suffisamment de soucis. Accordez-lui un peu d'intimité. Jusqu'à ce que les charlatans trouvent une raison de l'étudier, je veux que toutes les données sur le sujet soient expurgées. Conformément à l'ordre, tous les détails concernant les autres fonctions corporelles inversées de SCP-202 ont été censurés de son entrée dans la base de données SCP ou supprimés entièrement. À l'heure actuelle, il n'existe aucun remède connu pour l'affection dont souffre SCP-202. La Fondation SCP a consacré beaucoup de temps et de ressources de son centre de contrôle des maladies anomaliques pour déterminer de manière catégorique que l'infection présentée par SCP-202 n'était pas contagieuse. Cependant, au-delà de cela, et à l'exception des effets secondaires et de la connaissance précise du fonctionnement de la condition, la Fondation n'est toujours pas plus proche de la guérison de SCP-202. La recherche sur la condition est toujours en cours et jusqu'à ce qu'elle soit entièrement comprise et traitée, SCP-202 a reçu toutes les commodités du personnel de niveau 0. Cela inclut ses propres quartiers où il est autorisé à résider entre les tests et les examens. Il a été noté que pendant son temps libre, il semble apprécier la résolution d'un Rubik's Cube et semble être plutôt doué pour cela. Ses autres hobbies incluent le démontage de puzzles plutôt que leur assemblage. Afin de maintenir le secret de la Fondation, SCP-202 a été autorisé à vivre sous l'hypothèse qu'il est à l'hôpital traité par des médecins. Il ignore toujours que ce sont en réalité des chercheurs de la Fondation SCP.
Contrairement à ce que certains membres du personnel croient de lui, l'homme rembobinage ne pense pas à l'envers, il est également incapable de prévoir l'avenir. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez un jeune chercheur. Allez maintenant regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob comme SCP-3 1052, figure de bâton vivante.